Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, NRBC, coécrit par mon ami Piero San Giorgio et un monsieur Chris Millennium, un ancien membre de la cellule nucléaire, radiologique, biologique, chimique de la gendarmerie nationale. Alors, bien sûr, certains esprits forts vont se moquer de cette vidéo. Ils vont dire que si je fais une note sur ce bouquin, qui n'entre pas franchement dans le spectre de ce que je fais d'habitude, c'est parce que c'est un bouquin écrit par un pote. Et bien vous savez quoi? Les esprits forts qui vont se moquer auront tout à fait raison. Je fais la note parce que ce bouquin a été écrit par un copain. Et alors, les copains d'abord, c'est comme ça. Bon. Cela dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, NRBC est sous-titré Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Donc j'ai envie de dire, tout est dans le sous-titre. C'est un manuel pratique pour vous expliquer comment survivre à ce type d'événement. Ou disons, comment maximiser vos chances de survie, parce que dans certains cas, on est quand même dans le probabiliste. Donc, pourquoi en général je ne fais pas de notes de lecture sur ce genre de livre? Eh bien tout simplement parce que c'est assez difficile de résumer un ouvrage technique, surtout quand c'est un manuel pratique. On va trouver dans ce livre beaucoup de tableaux, de courbes, de chiffres. Tout ça ne se prête pas bien à une présentation orale, mais bon, disons que je vais essayer au moins de vous donner une idée du contenu. Alors, on peut diviser le livre en gros en deux problématiques quand même assez distinctes. D'un côté, tout ce qui est nucléaire radiologique, et de l'autre, tout ce qui est chimique biologique. Donc au niveau du nucléaire radiologique, j'ai trouvé que c'était la partie la plus intéressante du livre. En tout cas, c'est celle qui m'a appris le plus de choses que je ne connaissais pas avant. Et j'ai compris en particulier une chose que je n'avais pas comprise avant, à savoir que ce risque est bien plus étendu et probable que ce que j'avais pensé. Parce que dans mon esprit, en gros, les risques de ce type, c'était soit l'accident nucléaire, Tchernobyl, Fukushima, soit la guerre nucléaire. Mais en fait, avec NRBC, on réalise que ce risque, c'est d'abord ce qu'on pourrait appeler l'accident radiologique de proximité. En fait, on découvre quantité de risques auxquels a priori on ne pense pas. Il peut s'agir par exemple d'un simple matériau radioactif égaré par hasard, car en fait il y a toutes sortes de capteurs utilisés dans l'industrie ou dans l'imagerie médicale qui utilisent ce type de matériaux. C'est comme ça qu'on découvre que si vous trouvez un jour un objet qui luit spontanément dans l'obscurité, et que c'est joli, c'est une très mauvaise idée de le ramasser. À savoir, si un jour vous êtes irradié, il faudra des semaines pour que les effets se fassent sentir pleinement. Donc dans un premier temps, rien ne vous prévient que vous êtes en train de vous faire irradier. C'est une des raisons pour lesquelles c'est très dangereux. Sinon, bien sûr, NRBC aborde quand même la question des accidents nucléaires. Il y a d'ailleurs une carte dans le livre qui montre les zones situées à 30 km d'une centrale en France. 30 km, c'était le périmètre de sécurité autour de Tchernobyl. Ou 80 km d'une centrale, ce qui est plus proche des recommandations américaines. Et donc, vous pouvez voir si vous êtes ou pas dans une de ces zones. Et si vous êtes dans une de ces zones, c'est sans doute utile de prendre quelques précautions que NRBC vous détaille. On a aussi un point sur le niveau de risque qui peut exister dans l'industrie nucléaire française. Des risques qui tiennent en grande partie à l'économie, parce que comme on a une filière nucléaire dont la rentabilité devient de plus en plus limite, elle a tendance à rogner sur les coûts, et en particulier sur les coûts de sécurité, avec par exemple un recrutement de personnes plus ou moins compétentes venus des pays de l'Est. On a aussi des risques sécuritaires liés au terrorisme, l'hypothèse de l'hyperterrorisme visant une centrale, hypothèse qui pour l'instant ne s'est jamais concrétisée mais qui est une réalité. On apprend par exemple, je suppose que c'est une information obtenue par Chris Millennium,
que récemment en France, il y a une personne qui a été arrêtée parce qu'elle détenait sans autorisation les plans détaillés d'une centrale. Sinon, s'agissant de la guerre nucléaire, bon, Piero San Giorgio essaye de nous convaincre que contrairement à ce que nous pensons, ça sert de se préparer à une telle éventualité, ce qui est une attitude tout à fait compréhensible de la part d'un Suisse, car il vit dans un pays qui historiquement s'est préparé à survivre à une guerre nucléaire. Alors il essaye de nous en convaincre d'abord parce qu'il rappelle que ça peut arriver, ce qui est vrai, ça peut toujours arriver. Ceux qui disent que ça ne peut pas arriver parce que c'est impensable, confondent impensable et impossible. Ils ont tort. Parfois, l'impensable se révèle possible. Et ensuite, nous dit Piero San Giorgio, ça sert à quelque chose de s'y préparer parce qu'on peut y survivre. Alors à cet égard, il fait une remarque qui est assez intéressante. Les guerres nucléaires d'aujourd'hui ne ressembleraient pas nécessairement aux frappes thermonucléaires massives qui étaient imaginées dans les années 80 et qui créaient effectivement un monde où non seulement la survie était très difficile, mais où en plus on pouvait franchement se demander si elle était souhaitable. Aujourd'hui, on est plutôt, compte tenu des armes qui sont déployées, et en particulier de la multiplication des armes de très grande précision et de faible puissance, dans l'hypothèse de frappes précises visant à paralyser l'adversaire, à lui interdire toute riposte, tout en pouvant se saisir de son territoire sans tout démolir sur le passage. Effectivement, à ce moment-là, dans cette optique, ça prend plus de sens de se préparer à survivre à ce type de frappe. Alors ensuite, concernant la partie bactériologique chimique, donc le livre inclut un historique intéressant sur l'usage des armes chimiques et bactériologiques. C'est intéressant, c'est un joli petit musée des horreurs, alors empoisonnement des puits, catapultage des corps de pesteux, couverture infectée de variole, complaisamment donnée aux indigènes pour les éliminer en Amérique. Et puis depuis au XXe siècle, on a fait des progrès grâce à l'industrie, c'est devenu à plus grande échelle, l'usage des gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. 30 ans après la fin de la guerre froide, il reste probablement dans le monde plus de 10 000 tonnes d'agents toxiques militaires stockés par divers pays. 10 000 tonnes quand même, c'est pas mal, hein, ça permet de faire des dégâts. On apprend aussi ce qu'est la classification des agents pathogènes susceptibles de représenter des risques sanitaires ou sécuritaires majeurs. Le charbon, la peste, la tularemie, la variole, la fièvre hémorragique, la toxine botulique, la ricine, la tuberculose multirésistante, le coronavirus de syndrome respiratoire aigu. Le menu est copieux, hein, c'est sympa. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a une explication aussi des comportements à risque et des attitudes à adopter en cas de suspicion de contamination, ça peut toujours servir. Alors est-ce que tout ça pourrait avoir un usage militaire dans les années qui viennent? Bon, on nous parle du docteur Wouter-Basson qui en Afrique du Sud avait envisagé ce genre de technique pour régler le problème posé au régime d'apartheid par certaines catégories de la population, on va dire. Bon, a priori, le scénario des armes virologiques ciblantes ou bactériologiques ciblantes semble quand même très très improbable à ce stade. En revanche, le scénario qui paraît assez crédible, c'est celui d'une nouvelle épidémie de grippe espagnole. C'est-à-dire que, au-delà des films qui nous parlent, n'est-ce pas, des risques d'armes bactériologiques et qui construisent un petit peu des fantasmes, il y a une réalité qui n'a pas grand-chose à voir avec les armes bactériologiques, qui est tout simplement que la nature peut elle-même se venger, sans que personne ne l'y aide. Régulièrement dans l'histoire, une partie de l'humanité a été fauchée par une pandémie, par la mutation d'un virus ou d'une bactérie. Le pire scénario, d'après l'expert qui est interrogé dans NRBC, serait une grippe aviaire à forte létalité, devenant contagieuse de personne à personne. Au niveau des risques chimiques, c'est pareil.
On nous parle beaucoup de la guerre chimique, du risque de terrorisme chimique. Alors bien sûr, tout ça existe, mais en fait, ce que nous explique NRBC, c'est que le plus grand risque, et de loin, c'est l'accident industriel. C'est-à-dire que si un jour vous êtes confronté au risque chimique, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances que ce soit parce qu'il y a un crétin qui a fait une mauvaise manip dans une usine à côté de chez vous, que parce qu'il y a eu un attentat chimique organisé par Al-Qaïda. Et là encore, ce que rappelle NRBC, c'est qu'en cas de crise économique majeure, il faudra se souvenir que les budgets de maintenance sont souvent les premiers à morfler, parce que, ma foi, tant qu'il ne se passe rien, on peut tirer dessus. Alors, comme NRBC est un manuel pratique, eh bien on y trouve des conseils pratiques. J'ai trouvé que c'était des conseils de bon sens. Et d'ailleurs, il y en a un, je vous dirai après lequel, que personnellement je vais appliquer. Donc les conseils, c'est se renseigner d'abord sur son environnement, essayer de savoir, bon, s'il y a des centrales à proximité, mais ça en général on le sait, mais aussi s'il y a des sites Céveso. Si on est près d'un site à risque, se renseigner pour savoir comment serait diffusée une alerte. Connaître aussi la nature du risque, parce que en fait le comportement à adopter en fonction du risque n'est pas toujours le même. Il y a certains risques NRBC où la bonne réponse c'est de fuir le plus vite possible, mais il y a d'autres risques où il ne faut pas fuir, c'est pas la bonne idée parce qu'on ne peut pas, c'est trop dangereux, ça va trop vite, et à ce moment-là il faut se calfeutrer si on est chez soi ou là où on est. C'est pas toujours évident si on est dans la rue, il faut essayer de trouver un endroit où on peut se calfeutrer dans de nombreux cas en allumant la radio pour être tenu au courant. Mais évidemment, pour savoir ce qu'il faut faire, fuir ou se calfeutrer, il faut connaître la nature du risque, et pour ça il faut s'être renseigné sur les risques auxquels on est confronté dans son environnement. Alors, est-ce qu'il faut s'équiper? Oui. Le NRBC explique comment il faut s'équiper. Alors, j'ai remarqué, c'est un reproche qu'on fait souvent à Pierrot de pousser les gens à la consommation en leur disant il faut acheter des choses chères, etc. Et c'est vrai que l'approche de la base autonome durable, peut-être que Pierrot l'a posée, est coûteuse. Ça, c'est exact. C'est pas du tout le cas de NRBC, où en fait vous vous apercevez que ce que vous avez besoin d'acheter, si vous habitez dans un environnement qui est exposé à des risques de type Céveso, c'est pas très cher. C'est pas le bout du monde. En gros, des adhésifs et une paire de ciseaux pour pouvoir calfeutrer une pièce, de l'eau de javel et quelques petits matériels comme ça pour pouvoir se décontaminer rapidement si c'est nécessaire. Le livre explique comment on peut se décontaminer quand on a été exposé à des agents chimiques. Donc c'est très utile, et à titre personnel, je pense que je vais garder effectivement dans un coin un petit kit de décontamination. Bon, de quoi calfeutrer, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Il suffit d'être un peu bricoleur, de toute façon vous avez en général déjà le matériel. Mais c'est vrai qu'avoir dans un coin un truc auquel on ne touche pas, parce qu'on n'a pas besoin en temps normal, avec une bassine, quelques berlingots d'eau de javel dans un coin, c'est une bonne idée, on ne sait jamais, ça peut servir dans certains cas. Et vraiment, c'est pas cher. Voilà, donc en résumé, NRBC est une lecture assez intéressante. Bon, je ne vous cacherai pas que, franchement, je l'ai lu parce que c'est Pierrot, et Pierrot est un pote. Moi, mon plan personnel en cas de guerre nucléaire, c'est ma cave. Pas pour me cacher dedans. Ah non, 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 non. À cause du pinard. Parce que je mourrais peut-être vitrifié, bon, ça, mais pas sobre. Voilà. Moi, c'est mon plan perso. Donc, bon, NRBC, je sais pas. Bon. Mais c'est quand même marrant. Enfin, c'est marrant si on veut, disons, c'est instructif. C'est instructif, et puis, il y a un certain plaisir à lire toutes ces horreurs, à faire l'inventaire de toutes les saloperies qui peuvent nous arriver. Bon. Cela dit, je profite de cette petite vidéo pour répondre au passage à plusieurs personnes qui m'ont demandé récemment, avec insistance, de faire une vidéo sur la question des bases autonomes durables, du survivalisme et de ce que j'avais appelé à une certaine époque le concept fractionnaire. Alors bon, c'est l'occasion, puisque tout ça est lié au travail de Pierrot,
Donc en vrac, voilà les réponses aux questions que m'ont posées ces internautes. Il y a quelques années, j'ai pris conscience d'une chose. En réalité, il ne faut pas rester dépendant du système. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément en sortir complètement. On peut très bien y garder un pied, ça présente de nombreux avantages. Mais il ne faut pas en dépendre, en tout cas le moins possible. Et ça pour deux raisons. D'abord parce que si vous êtes dépendant du système, les gens qui peuvent vous en exclure ont un levier décisif sur vous. Donc ne plus en dépendre, c'est éviter de devoir leur obéir s'ils se mettent à exiger des choses insupportables. Ensuite, si vous êtes dépendant du système, qu'est-ce qui vous arrive le jour où le système s'écroule? Donc quand j'ai pris conscience du fait que d'une part le système pouvait devenir très méchant, parce qu'il risque de s'écrouler, et que d'autre part justement il risque de s'écrouler, j'ai en même temps compris qu'il fallait pouvoir être autant que possible indépendant à son égard. Parce que où il s'écroule, et il vaudra mieux pas être en dessous, où il tient, mais il pourra le faire qu'en écrasant les gens qui seront en dessous et qui seront à l'intérieur de lui. Alors cette indépendance à l'égard du système, pour moi, elle repose d'abord sur l'autonomie. Vous voulez la liberté, soyez autonome. C'est le point de départ. Si vous n'êtes pas autonome dans l'économie matérielle, vous ne serez jamais libre, ni politiquement, ni spirituellement. Bon, l'autonomie, elle peut se construire à deux niveaux, individuel et collectif. Alors en France, il y a une certaine tendance à opposer ces deux approches. Les gens qui sont engagés politiquement ont parfois reproché aux survivalistes, par exemple, de se dépolitiser. Mais moi je pense que c'est une erreur complète de voir les choses comme ça. À mon avis, et là je parle en partie par expérience personnelle, quelqu'un qui a appris à penser l'autonomie en termes individuels n'est pas moins capable de la penser en termes collectifs que quelqu'un qui n'a pas appris à penser l'autonomie en termes individuels. C'est même le contraire. L'autonomie individuelle n'est pas un frein à la recherche de l'autonomie collective, mais une porte d'entrée vers cette recherche. Pourquoi ? Parce que quand vous entrez dans la démarche de l'autonomie individuelle, vous touchez très vite les limites de cette démarche. Une des choses qu'on découvre très vite quand on entre dans cette logique, c'est tout simplement que l'autonomie individuelle ne peut être que très limitée, très relative, très fragile. On le découvre de manière pratique, directe, immédiate. Est-ce qu'individuellement, je peux me sécuriser dans un environnement, on va dire, de type syrien, pour imaginer une catastrophe complète? Évidemment non. Le niveau maximum d'effondrement qu'on peut aborder dans une logique purement individuelle est assez bas. Je dirais au maximum l'Argentine du krach de 2000 ou la Grèce de 2011-2012. Et encore, ça suppose d'avoir ou un minimum de chance ou quand même quelques petits réseaux pour se tenir. Ou pas mal d'argent. Mais sinon, le gars qui a pas de chance, pas de réseau et pas d'argent et qui est tout seul dans l'Argentine de 2000 ou la Grèce de 2011-2012, c'est déjà compliqué. Hein. Alors quand vous imaginez des effondrements beaucoup plus violents, des situations irako-syriennes ou yougoslaves ou ce genre de choses, qu'est-ce que vous allez faire individuellement? Rien du tout. C'est dans cette optique que j'ai soutenu la démarche de Pierrot quand il a commencé à promouvoir le concept de base autonome durable. Dans mon esprit, cette démarche ne vient pas du tout s'opposer à ce que j'appelle le concept fractionnaire, mais au contraire, ça peut être le début d'une longue marche vers la concrétisation de ce concept. Alors je vais en dire deux mots, puisqu'on m'a demandé d'en reparler. En gros, c'est l'idée qu'à un certain moment, le système va devenir tellement insupportable qu'une contre-société va commencer à émerger. À un certain moment qu'il est très difficile de situer précisément, il y aura suffisamment de gens qui auront un pied hors du système pour qu'ils se forment ensemble une sorte de grumeau résistant à l'intérieur de la soupe systémique. Et puis, quand ces grumeaux seront suffisamment nombreux, ils commenceront à définir des relations de coopération entre eux, jusqu'à ce que finalement, ils construisent une fraction, une contre-société, qui se distingue du reste du corps social, d'abord en réclamant son autonomie, puis quand on essaiera de la lui nier, en la défendant.
D'ailleurs, quand vous regardez l'histoire des mouvements qui ont vraiment changé les sociétés, vous constaterez que c'est presque toujours comme ça que ça s'est passé. L'idée qu'il existe une sorte d'émeute spontanée des couches les plus basses de la société et que ça forme une révolution, c'est une idée complètement contredite par l'histoire. Il y a des émeutes, des révoltes, mais ça n'a jamais provoqué de révolution. Tout au plus, ça a pu servir d'occasion pour que la vraie force historique révolutionnaire s'impose. Or, cette vraie force historique révolutionnaire, elle a toujours commencé par se constituer en fraction, en contre-société. Par exemple, la bourgeoisie, en 1789, a tiré parti de troubles, qu'elle avait elle-même cherché d'ailleurs à provoquer, en manipulant les pauvres des faubourgs parisiens. Mais le régime qui s'est mis en place n'était pas du tout celui de ces pauvres, c'était bien celui des bourgeois. Et comment cette bourgeoisie s'était imposée? Par une longue marche qui a duré des siècles dans son cas. Je pense que dans le cas de la future contre-société qui va émerger, à mon avis, ça sera en décennies qu'il faut compter. Mais bon, dans le cas de la bourgeoisie, c'était en siècles. Ça s'est construit progressivement avec un réseau de coopération entre gens qui s'étaient émancipés à l'égard du capital foncier dominant à l'époque et détenu par la noblesse classe dominante, grâce à la rentabilité qu'ils avaient su construire autour du capital mobilier et bourgeois. Notre monde a été construit en réalité par la concrétisation d'un concept fractionnaire. Demain, sous une forme et dans un contexte évidemment tout à fait différent, le même type de mécanisme peut se rééditer. Il est impossible à ce stade de dire qui en profiterait, ça dépendra beaucoup de l'évolution technologique. En fait, des scénarios complètement opposés sont envisageables. Depuis l'émancipation d'une fraction hyper technologique, jusqu'à celle d'un réseau de coopération organisé au contraire autour des low-techs. Incertitude économique, politique, géopolitique et technologique, vraiment c'est impossible de prévoir la nature de cette contre-société future, mais d'une manière ou d'une autre. Parce que de toute façon, l'histoire avance comme ça, vous verrez tôt ou tard se concrétiser un concept fractionnaire. Ça finit toujours par arriver. Alors dans mon esprit, le concept de BAD est une des pistes parmi beaucoup d'autres qui peuvent, en construisant d'abord l'autonomie des individus, les préparer à penser l'autonomie d'une fraction s'agrégeant par grumeaux, puis réseau de grumeaux, dans la soupe systémique. C'est pour cette raison et dans cette optique que j'ai soutenu la démarche de Piero San Giorgio. Après, le survivalisme, c'est autre chose. À titre personnel, je ne me suis jamais défini comme un survivaliste. Je crois d'abord que le survivalisme c'est assez divers, mais si on parle du vrai survivalisme, le pur survivalisme, que je trouve d'ailleurs très respectable, mais qui n'est pas ma démarche, on n'est pas dans une logique de base autonome durable. C'est pas du tout ça. C'est une démarche en fait, je crois, quasi philosophique. Ce sont des gens qui veulent apprendre à être autonomes dans la nature, l'homme au contact de la nature, pour retrouver au fond la liberté du chasseur-cueilleur. On est plus proche de Francis Cousin que de Piero San Giorgio quand on réfléchit vraiment à la vraie nature de ce pur survivalisme. Avec Piero San Giorgio, on est peut-être, oui, à la rigueur, dans un survivalisme beaucoup plus soft, de gens qui se préparent à des événements graves, mais en fait, c'est pas vraiment des survivalistes, c'est des preppers. C'est pas pareil. Et alors, à titre personnel, moi, je suis un prepper très, 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 très soft. Non seulement je fais partie de la branche la plus soft, mais je suis l'extrême soft à l'intérieur de cette branche soft. Disons que je suis simplement quelqu'un qui a pris quelques précautions de bon sens, un point de chute à la campagne, quelques stocks, une capacité à faire tourner un petit potager, voilà, enfin, un truc que des millions de gens ont, sans en parler. Moi j'en ai parlé à un moment parce que pour moi c'était une nouveauté, parce que je voulais faire remarquer aux gens que quand on n'a pas ça, on a un problème. Mais voilà, je ne suis pas plus survivaliste que ça. Il faut arrêter de fantasmer autour de ces histoires-là. Enfin, regardez-moi le petit gros à lunettes dans sa bibliothèque, j'ai l'air d'un survivaliste. Soyons sérieux. Alors après, on m'a demandé, il y a plusieurs personnes en fait qui m'ont demandé pourquoi j'organisais rien. Pourquoi je n'avais pas lancé une association ou quelque chose autour de ce concept fractionnaire. Alors,
Au départ, moi j'avais envisagé de le faire. J'en avais d'ailleurs parlé à Pierrot, qui était d'accord, on pouvait peut-être lancer quelque chose. Et puis à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que ça serait une fausse bonne idée. Il y a deux choses qui m'ont convaincu que ça serait une fausse bonne idée. D'abord, je me suis rendu compte que, en fait, si le concept doit se concrétiser, ça se fera tout seul, si vous voulez. C'est pas du tout nécessaire de monter à ce stade un réseau. Il vaut mieux tester plein de pratiques, laisser se diffuser les bonnes pratiques et voir le truc émerger par lui-même. Donc ça servira à rien en fait d'organiser ou à très peu de choses. Et puis d'autre part, je me suis aperçu que dès qu'on s'organise dans ce genre de truc, il y a un risque. Bon, en général, les gens qui sont dans une démarche de type base autonome durable, c'est des gens très bien. Je veux dire, c'est des gens avec lesquels vous n'avez pas normalement de risque important. C'est le genre père de famille inquiet pour sa famille. 99% des gens qu'on classe comme survivalistes, en fait pour moi c'est plutôt des preppers que des survivalistes, mais bon on va pas faire dans la sémantique, vraiment c'est des gens très bien. Enfin vous avez quand même le 1% qui existe, de fondus, les mecs qui dorment avec une lampe frontale, moi j'en connais un. Il dort avec une lampe frontale pour pouvoir être instantanément prêt au combat si, je sais pas, si c'est l'apocalypse, si les zombies arrivent. Bon. Alors, si vous vous organisez, forcément, vous allez avoir dans votre organisation, vous allez avoir des gens comme ça. Et il y en a bien un qui va finir par faire une connerie. Bon. Et donc votre organisation risque d'être dans le collimateur. Bon, c'est problématique. Et puis surtout, ce dont je me suis rendu compte quand on a commencé à tester pour voir comment on pouvait s'organiser, c'est que dès que vous commencez à vouloir lancer quelque chose autour de ces concepts de base autonome durable, etc., autour de tout ce qui est survivaliste, vous voyez rappliquer des gens qui viennent se loger dans votre truc comme des Bernard l'ermite, n'est-ce pas, pour y amener leur agenda à eux, qui n'a rien à voir avec vos préoccupations, qui est souvent un agenda à caractère politique, mais qui peut aussi être un agenda à caractère magouilleur, on va dire. Et là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, en fait, pour empêcher ce type d'infiltration. Donc si vous commencez à fabriquer un réseau, quelque chose autour de ça, finalement, vous risquez plutôt d'avoir des ennuis. Il vaut mieux à ce stade mettre en place, si vous voulez, simplement des structures qui diffusent l'info, qui permettent les échanges d'expériences, mais c'est des structures très light et qui n'impliquent aucune espèce d'organisation au sens strict du terme. Ça suffit, on n'a pas besoin de plus, et ça nous évite tous les risques considérables que représenterait une organisation à proprement parler. C'est pour ça que je n'organise rien, parce qu'il ne faut surtout pas. Cela dit, je vous annonce la prochaine vidéo. Donc ce sera encore une note de lecture et encore sur le bouquin de quelqu'un que je connais. Pierre Hillard, Atlas du mondialisme. Résumé et avis, mes points d'accord et de désaccord. Et je vous dis donc à bientôt.